Mesdames et messieurs, bonjour. Ma présentation s'inscrit dans le cadre du projet qui vient de vous être présenté, donc le projet TECAF et le Work Package D. Donc je vais vous dire un petit peu plus en détail un petit peu de ce qui se passe dans cette partie-là, et j'ai intitulé donc ma présentation Gestion optimale des unités de production dans un réseau compte tenu de la dynamique de la température des lignes. Ma présentation s'articulera comme suit. Je vais vous parler un petit peu du concept sur lequel nous nous sommes appuyés pour faire cette étude, les objectifs, un petit peu l'état de l'art. Je parlerai des applications, des modèles d'optimisation qui ont été développés, avec quelques illustrations et ensuite quelques mots de conclusion. Donc vous l'avez compris par la précédente présentation, le concept se base sur la réponse à la question suivante, comment exploiter de façon j'allais dire le plus efficace possible, les capacités maximales de transport des lignes électriques. Jusqu'à présent, vous le savez, pour une ligne donnée, cette limite s'exprime en termes de courant lié à une température maximale que le conducteur peut supporter, et ces valeurs de courant maximaux sont normalement données par le fabricant. Alors, ce qu'on propose, cette étude, c'est plutôt d'observer l'évolution de la température des conducteurs, selon par exemple un modèle dynamique qui a été intitulé dans la précédente présentation sous le nom de Dynamic Thermal Rating, DTR, tout en sachant que la température ne doit pas dépasser une limite spécifiée, 85 degrés ou 100 degrés, par exemple, à titre d'exemple. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est d'exploiter l'inertie thermique afin de faire passer un petit peu plus de courant, ou disons des courants supérieurs ou égaux au courant réputé limite, en tout cas, jusqu'à arriver à la température maximale. Donc, comme vous le savez, les constantes de temps thermique et les constantes de temps électrique ne sont pas les mêmes. Hein. Les constantes de temps thermiques sont beaucoup plus lentes. Donc, essayez de profiter de cet avantage. Et la deuxième proposition, c'est d'intégrer donc ce modèle DTR dans l'ensemble des fonctions permettant d'exploiter un réseau. Alors, nous, ce que nous sommes proposés de faire, c'est d'intégrer le modèle DTR dans des applications qui visent à optimiser les plans de production et de réserve des centrales, tout en utilisant au mieux justement la capacité des lignes selon l'idée que je viens de présenter. Alors, il y a différents modèles, enfin différentes méthodes d'optimisation ou modèles d'optimisation. Je parlerai de celui par exemple, du programme d'engagement des centrales, plus connu sous le nom de Unit Commitment, ou alors encore les modèles pour pouvoir faire de la provision de réserve d'énergie ou provision de puissance pour assurer le réglage et les mesures correctives lorsqu'on est en temps réel, et aussi des modèles d'optimisation justement pour le déploiement de ces réserves, soit pour le suivi de charge, ça c'est, j'allais dire, le réglage de la fréquence, ou alors encore pour pouvoir corriger, par exemple, ou éliminer, par exemple, des congestions dans le réseau. Ce modèle DTR aussi peut être utilisé afin de mieux
évaluer ce qu'on appelle les ATC, les Available Transmission Capability, qui vous permettent de dire quelle est la puissance qu'on pourrait encore échanger entre deux points du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce Dynamic Thermal Rating, sur lequel nous cherchons à introduire dans les modèles d'optimisation? Eh bien, nous nous sommes inspirés d'un certain nombre d'études, des études soit menées par l'I3E ou bien par la SIGRE, et qui se sont intéressés à voir de manière plus précise la relation entre courant et température dans le cas particulier des lignes aériennes. Alors bien évidemment, ils se sont basés sur le fait que la température dépend évidemment du courant qui circule dans le conducteur, de sa résistance, de ses dimensions, et bien évidemment, comme ça a été présenté dans la présentation précédente, bien sûr les conditions climatiques, comme la température, la vitesse du vent, et également la direction du vent, les radiations solaires. Ces études ont établi à la fin donc une équation qui traduit l'équilibre thermique du conducteur, qui s'appelle la Heat Balance Equation. On l'appellera par la suite HBE pour se simplifier la vie, puisque c'est la terminologie la plus utilisée. Et en pratique, c'est l'équation qu'on peut utiliser pour déterminer les fameuses limites statiques de courant qu'on a usage d'utiliser dans l'exploitation, en tenant compte d'une température maximale que le conducteur peut supporter, et des conditions climatiques ambiantes, j'aurais dit, les plus défavorables. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur ce modèle qui se traduit par cette équation-là, il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre, où l'on voit un certain nombre de termes. Cette équation traduit le bilan énergétique thermique, des énergies thermiques qui entrent, qui sortent et qui restent stockées dans le conducteur. On a des termes liés à l'échauffement, qui sont ce que les électriciens appellent les pertes ohmiques. Et l'autre terme d'échauffement est le gain de chaleur solaire. Maintenant, les termes de refroidissement résultent des pertes de chaleur par convection et par radiation, comme on peut le voir ici. Donc les termes en bleu, les termes qui refroidissent le conducteur. Ceci correspondrait aux termes, donc les pertes ohmiques et puis la radiation solaire. Alors effectivement, lorsqu'on est à l'équilibre, donc la température constante, la dérivée de la température est égale à 0. Lorsqu'on est en régime dynamique, elle ne sera bien évidemment pas. Si on veut voir un peu plus à l'intérieur de ce modèle, eh bien, on voit que la plupart, donc d'abord, cette équation mathématique ou cette équation différentielle est non linéaire. On retrouve ici la plupart, les termes que j'ai décrits juste avant, ils dépendent, à part la radiation solaire, de la température. Ces termes, j'allais dire, sont soit linéaires en fonction de la température, ou alors ils peuvent être non linéaires, comme par exemple dans le cas de la radiation. Ils sont pondérés par des coefficients, et ces coefficients, en fait, ces coefficients, c'est des coefficients qui varient en fonction des conditions climatiques, mais qui dépendent aussi du type de conducteur. Et ça, c'est très important, que dans le cas des études que nous avons faites, on a considéré
des conducteurs du type ACSR, c'est-à-dire des conducteurs en aluminium à âme d'acier. Si on voulait utiliser un autre type de conducteur, eh bien, il faudrait avoir ces fonctions-là, comme AR, comme AC ici, et pouvoir effectivement les utiliser dans le même titre, j'allais dire, que ce que je vous présente ici. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore ce genre de... À notre connaissance, nous ne connaissons pas encore ces fonctions dans le cas d'autres types de conducteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre si on voit bien, le terme lié aux paires atomiques? Eh bien, c'est, on voit l'expression du courant, c'est ce qui permet de faire l'interface entre les modèles électriques et puis le modèle thermique, en tout cas dans les modèles d'optimisation que je vais vous présenter. Alors le modèle ici présenté de manière générique, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques. Il s'agit d'optimisation multipériode, effectivement, tenir compte de cet effet, j'allais dire, évolutif de la température. Et il s'agit de minimiser une fonction sous un certain nombre de contraintes, à savoir des contraintes d'égalité et des contraintes d'inégalité. Les variables de décision eh bien, sont en fait, par exemple, les plans de production ou les plans de déploiement de la réserve. Donc ça, ce sont les variables sur lesquelles porte l'optimisation. Les variables d'état sont en fait la réponse, j'allais dire, du réseau au choix des variables de décision. La fonction objectif eh bien, exprime en fait des coûts. C'est des coûts de plan de production. C'est aussi les coûts utilisés pour se procurer la réserve, ou les coûts liés pour déployer aussi cette réserve. Et éventuellement, on peut imaginer, donc ces critères sont utilisés en fonction du problème qui est à traiter. On pourrait aussi imaginer aussi des coûts liés au délestage. Les contraintes d'égalité, elles traduisent, alors tout d'abord, les équations, ce qu'on appelle les équations du load flow, c'est les équations du modèle électrique du réseau qui va nous donner, d'exprimer l'équilibre entre les productions et les consommations, mais aussi nous dire comment les flux de puissance, et actifs et réactifs, vont se propager dans le réseau. En plus du modèle électrique, eh bien, il y a le modèle thermique lié à chaque ligne et qui est représenté par la fameuse équation HBE, qui est donc une équation différentielle, mais qui sera discrétisée, donc représentée par un certain nombre d'équations algébriques selon le pas de discrétisation qui aura été choisi. Ou sinon, eh bien, nous avons les contraintes d'inégalité qui, elles, vont bien évidemment exprimer par rapport aux équations HB la température maximale des conducteurs qu'il ne faut pas dépasser, et aussi les limites sur différentes grandeurs comme les productions ou les réserves maximales ou encore les tensions. Donc c'est vraiment une présentation très générique du problème. Alors nous, ce que nous avons développé, on a développé deux modèles connus sous les noms là que je suis en train de présenter, le Security Constraint Unit Commitment, programme qu'on peut, j'allais dire, utiliser le jour d'avant, avant l'exploitation en temps réel, dont les caractéristiques sont suivantes. Il permet de vous donner le plan d'engagement des centrales plus le consigne de production si afférent, et peut vous donner aussi le plan de réserve basé sur un critère de contingence N-1, c'est-à-dire la
considération de la perte, par exemple, d'une centrale, d'un générateur ou la perte d'une ligne. C'est un problème, bon, je vais dire, non linéaire, et pour les mathématiciens, on dira que c'est un problème non convexe, donc difficile à résoudre, formulé, j'allais dire, directement. Pourquoi? Parce qu'il contient des variables binaires, donc c'est celle qui indique si la centrale est en service ou si elle est hors service. Et il contient le modèle du load flow, qui est un modèle non linéaire, puisqu'on s'intéresse à tenir compte non seulement des puissances actives mises en jeu dans le réseau, mais aussi les puissances réactives. Et donc il a fallu utiliser des artifices mathématiques pour pouvoir rendre la formulation convexe et pouvoir résoudre et trouver la solution optimale. Ce modèle, j'allais dire, mathématique lié à cette optimisation, il a aussi été, j'allais dire, travaillé de telle manière qu'on puisse l'appliquer dans le cas de réseaux de taille, j'allais dire, réelle, et on a utilisé des méthodes, comme les méthodes de décomposition de Benders, qui décomposent le problème en deux parties, une partie principale et des sous-problèmes qui interagissent les uns les autres de façon itérative, avec la particularité que les sous-problèmes peuvent être résolus de manière parallèle, ce qui représente un certain intérêt au niveau des performances. Alors l'autre modèle, qui est plus pour être utilisé en temps réel, ou presque le temps réel, c'est celui sous le nom de l'optimal power flow, bien connu des électriciens, et qui lui alors chercherait, si on a une contingence, eh bien, de pouvoir savoir quel sera le plan d'ajustement optimal des productions pour pouvoir y faire face, et éventuellement, si on n'arrive pas à trouver des solutions et proposer des plans de délestage. Donc c'est un peu même nature de problème, sauf qu'il n'y a pas de variable binaire. Il est aussi non linéaire et non convexe, et là aussi il a fallu utiliser les artifices mathématiques pour pouvoir le traiter. Ce modèle, eh bien, inclut aussi la possibilité de pouvoir tolérer des surcharges, par exemple à court terme, donc là je dis avec dans un temps spécifié. Donc ces deux modèles, je vais vous montrer une illustration, j'allais dire pour chacun. Pour le modèle SCUC, donc Security Constraint Unit Commitment, nous avons ici un réseau à 5 nœuds avec 6 branches et puis 4 générateurs. Nous avons ici les tableaux qui montrent un peu les coefficients liés au coût, j'allais dire aux fonctions coût horaire des centrales. Et nous avons ici les données concernant la température et les profils de charge sur 24 heures. Et pour les données climatiques, eh bien, on a aussi cette information liée à la vitesse du vent et puis la radiation solaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le modèle classique, les modèles classiques d'optimisation où la température n'est pas suivie, c'est juste la contrainte sur le courant qui sera utilisée, et le modèle qui a été proposé dans cette étude, et on a baptisé les deux modèles, le modèle SLR et puis le modèle DLR. Donc vous aurez reconnu que le Static Line Rating, c'est celui où on considère tout simplement la contrainte avec le courant maximum. Si on regarde les résultats, eh bien, on a
au niveau des profils de température, sur les lignes, j'allais dire, du réseau, les deux modèles qu'on peut ici, les résultats des deux modèles qu'on peut confronter, on peut voir que pour le modèle DLR, par rapport au modèle SLR, on voit ici une meilleure, j'allais dire, exploitation de la, de la capacité des lignes. Donc, comme je disais, faire passer un petit peu plus de courant avant d'atteindre la limite. Ces deux lignes, ce sont celles-là, et en fait, c'est un résultat d'optimisation. C'est un cas effectivement simple qui provient du fait que cette centrale, par rapport aux autres, est une des centrales les moins chères. Donc, on va l'utiliser de manière plus poussée que les autres, mais ceci est permis par le fait qu'on peut mieux utiliser la capacité de transport de ces liaisons. Alors effectivement, lorsqu'on vient, ce qu'il faut peut-être juste dire ici j'avais dit qu'effectivement le modèle thermique n'est pas introduit dans cette variante de l'optimisation, mais là les températures sont tout simplement calculées a posteriori une fois que l'optimisation a été faite avec le fameux modèle lié à l'équation HBE. Si on voit maintenant et qu'on compare les profils de production des centrales, eh bien on voit que les profils sont quand même bien différents, n'est-ce pas? Et que cette centrale, la centrale 1, qui est la centrale la moins chère, elle est beaucoup mieux exploitée que les autres. Et si maintenant on regarde les termes liés à cette fameuse équation, du modèle thermique, l'équation HBE, on voit ici les profils dans le cas, j'allais dire, SLR, puis le cas DLR, donc le cas, j'allais dire, dynamique. Eh bien, si pour les profils concernant, j'allais dire, la radiation solaire et la là j'ai perdu le rythme, mais bon. Ce qu'on peut, et puis pardon, la radiation solaire, bon, c'est pas trop grave. Ce qui est important de voir, c'est que c'est le profil ici, qui est le profil lié aux pertes ohmiques, eh bien, beaucoup plus important ici qu'ici. Donc ça veut dire qu'on tolère beaucoup plus de courant qui traverse, j'allais dire, la ligne. Et puis par compensation, on a ici le terme de convection, hein, où on a plus de convection, c'est-à-dire refroidissement, qui viennent en contrepartie. Les deux autres termes restent à peu près restent les mêmes. Au niveau de la fonction objective, parce que c'est un petit peu la grandeur qui nous donne un peu nous estime un peu la qualité de notre optimisation, mais on voit que dans l'exemple qui vient d'être présenté, eh bien qu'on améliore effectivement les résultats de cette fonction objective. On a un coût qui est meilleur. Alors, on peut se poser effectivement la question, est-ce que ceci a été appliqué aussi dans le cas d'un réseau de taille réelle ou de taille réaliste? Effectivement, on a pris des réseaux de test, genre I3E, et le réseau 118 nœuds avec 179 branches, et on voit que là, nettement, au niveau de la fonction objectif, on arrive vraiment à améliorer les coûts, alors qu'au niveau des temps de calcul, eh bien, finalement, étant donné que nous partons du principe que les sous-problèmes peuvent être traités de manière parallèle, eh bien, on a, en comparant, j'allais dire, le modèle SLR et le modèle DLR, on n'a pas une différence qui est très importante. Ensuite, eh bien, rapidement dire aussi que ceci, on a aussi utilisé un cas d'étude avec l'Optimal Power Flow, où là, on a utilisé dans le cas d'une contingence, par exemple l'arrêt subi d'une centrale. On part du principe que
À l'initial, eh bien, les productions initiales sont, sont données, par exemple par le programme SCUC, et que le redispatching, c'est-à-dire le déploiement de la réserve, il est sous une contrainte qui sont les limites des réserves qui a été donnée par ce programme SCUC. On s'est donné une contrainte supplémentaire pour ce petit exemple. On dit que la réserve de la centrale G4 ne peut démarrer qu'après une vingtaine de minutes. Et on a aussi considéré pour la contrainte sur la température deux valeurs. Une valeur, je dirais, à 805 degrés qu'on considérait pour l'exemple choisi comme les conditions normales, et puis une valeur à 100 degrés en cas de contingence. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle admet une surchauffe des conducteurs au-delà de 85 degrés, donc la condition normale, pour une durée limitée. On voit ici dans la résultat, un peu le profil justement des températures, notamment ici au niveau des lignes 1 et 2. Et on voit que après la perte de la centrale, les autres centrales s'amusent à compenser, donc participent à la compensation. On passe au-delà de la limite d'exploitation normale et pendant une durée qui est limitée et qui est spécifiée dans le programme, et de ceci dans l'attente de la participation de la centrale dont la réserve ne pouvait être activée qu'après qu'une vingtaine de minutes. Donc là, on a bien, j'allais dire, profité de l'inertie thermique et le programme ne nous a pas sorti de programme ou disons de plan de délestage. Alors, pour dire quelques mots au niveau de la conclusion, on pourrait effectivement s'étaler et reprendre un petit peu les différents points qui ont été proposés et puis les commenter, mais je dirais que la prochaine étape dans le type de travail, c'est l'implémentation et la validation des applications proposées, intégrant le modèle DTR dans le cas, j'allais dire, de réseau réel. Donc ça, c'est la collaboration avec les TSO. Pour cela, bien évidemment, vous l'aurez compris, un prix à payer, c'est qu'il faut étendre les bases de données. Il faut donc intégrer le modèle DTR pour tout type de conducteur, pas uniquement celui qui a été traité dans le cadre de cette étude. Et il faut les paramétrer. Il faut faire des interfaces, installer des interfaces avec, pour la prévision météo. Donc, il y a quand même une certaine, j'allais dire, effort significatif qu'il faut investir pour pouvoir utiliser ces modèles. On pourrait imaginer, pour ceux qui ne veulent pas modifier les modèles de base d'optimisation, en les remaniant pour introduire justement ce modèle DTR, on peut faire par exemple des calculs de profil des courants maximaux de façon a priori, en utilisant l'équation HBE, et puis les introduire comme données du programme d'optimisation. Et dans ce cas-là, on n'aurait plus besoin d'introduire la modélisation HBE dans l'optimisation. Mais bien évidemment, là, on va en perdre au niveau de l'exactitude, autrement dit, au niveau de la précision. Maintenant, on peut encore penser à d'autres modèles qui intégreraient ce modèle DTR dans des modèles de planification de réseau. Ceci n'est pas encore été entrepris. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette problématique. Je vous remercie.